Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire qui devrait vous faire flipper et qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous allez sûrement voir au cours de l'histoire des petits frissons apparaître sur votre peau, en tout cas j'espère que ce sera le cas. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous voulez suivre mon aventure YouTube hors des caméras, ou alors si vous souhaitez me suggérer des sujets, des histoires, si vous voulez me partager même une histoire qui vous est arrivée, c'est là-bas que ça se passe, ou alors vous pouvez utiliser le mail si vous n'avez pas Instagram qui se trouve dans la description. Dans cette histoire, nous allons voir quelque chose d'assez immersif, ça se déguste comme on regarde un film. J'espère que vous êtes bien installés, on est parti pour se plonger dans cette histoire flippante. Ma femme Lynn et moi, nous sommes ensemble depuis 6 ans, mais on n'est mariés que depuis 11 mois. Toute notre histoire d'amour a toujours été très normale, et je n'ai jamais remarqué de comportement étrange ou de red flag. Mais depuis quelque temps, elle agit bizarrement. Lynn est quelqu'un de très gentil. Elle est intelligente, attentionnée. Elle a toujours été le type de personne à rentrer dans des cases. Être enfantine ou essayer de me faire peur n'est pas quelque chose qui rentre dans son comportement. Elle n'aime pas regarder les films d'horreur. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle avait accepté de regarder The Shining avec moi, parce qu'elle savait à quel point moi, j'adorais ça. Elle a eu tellement peur qu'elle n'a pas tenu jusqu'à la moitié du film, et nous avons donc arrêté de le regarder. Elle n'aime pas du tout ce qui est effrayant, et elle ne fait jamais de farce. C'est juste qu'elle n'aime pas ça, et c'est plutôt bien. Mais justement, c'est à cause de tout cela que ce qui s'est passé était vraiment très étrange. Je dois également vous dire qu'elle n'a jamais eu de problème de santé mentale. Et autant que je le sache, il n'y a également pas de cas dans sa famille. Je sais que certaines personnes sont capables de cacher leurs problèmes mentaux, mais au cours des 6 années où nous avons été ensemble, je n'ai jamais vu aucun signe de la sorte. Il y a 2 mois, j'étais dans la cuisine, en train de me faire du café avant de partir au travail. J'étais un peu en retard ce matin-là, et je savais que je n'allais pas avoir le temps de me rendre au café du coin pour avoir ma dose habituelle. J'ai pris une gorgée de mon café, alors que je me précipitais dans le couloir vers la porte d'entrée, quand j'ai remarqué que Lynn me regardait du coin, juste devant moi. Je ne voyais que ses yeux, et une mèche de ses longs cheveux noirs qui était accrochée au mur. Le reste de son corps était caché derrière le coin de celui-ci. J'ai failli renverser mon café en la voyant. J'étais tellement surpris que j'en ai brûlé mes lèvres. « Mince Lynn, tu m'as foutu la trouille !» Immédiatement, elle a disparu, comme un enfant qui venait de se faire prendre. Je l'ai entendue se précipiter vers le salon, et le temps que j'arrive à la porte d'entrée, elle était hors de vue. C'était vraiment bizarre. Ce n'était pas du tout le type de comportement qu'elle avait habituellement. Mais j'ai trouvé ce moment assez drôle. Je me suis dit que peut-être elle avait un matin un peu plus joyeux qu'un autre. Donc je n'y ai pas pensé plus que cela. J'ai crié que je l'aimais, et j'ai dit qu'elle était bizarre. Alors que je fermais la porte derrière moi, je l'ai entendue. Elle rigolait. Ce comportement était un peu étrange. Mais c'était pas quelque chose qui suffisait à appeler un prêtre. Je savais qu'elle n'était pas possédée par un démon parce qu'elle m'avait fait une farce. À l'heure du déjeuner, ce jour-là, j'avais déjà oublié ce qui s'était passé. Je suis rentré chez moi, et elle était totalement normale. Je n'ai pas parlé de ce qui s'était passé le matin, et elle non plus. Notre vie a continué normalement. C'est 3 jours plus tard qu'il y a eu un autre incident. Il était aux alentours des 2 heures du matin. Je me suis réveillé, assoiffé, et je me suis levé pour aller prendre un verre, histoire de me désaltérer. Je suis allé dans la cuisine, je me tenais devant l'îlot central, un pichet de jus d'orange à la main, quand j'ai eu une impression bizarre. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Pour une raison quelconque, j'ai tourné mon regard, et j'ai vu ma femme me regarder. Elle était de l'autre côté de l'îlot de la cuisine. Elle me regardait avec de grands yeux fixes, et elle souriait. Son sourire m'a fait penser à celui du chat d'Alice au pays des merveilles. Je l'admets, j'ai crié. Pas parce que j'étais irrité de son comportement, mais par peur. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là précisément, j'étais effrayé. Au son de mon cri, Lynn a reculé hors de ma vue, ses mains et ses pieds frappant le sol carrelé, et elle s'est précipitée hors de la cuisine, à 4 pattes. Je ne l'ai pas suivie, je ne me suis pas énervé contre elle. Je suis resté là, figé, totalement sous le choc, à me demander ce qui lui avait pris de faire ça. J'ai mis un petit peu de temps à me remettre de mes émotions. Au bout d'un instant, je suis remonté dans la chambre. Quand je suis arrivé, Lynn était allongée sur le côté du lit, endormie, ou en tout cas elle faisait semblant de l'être.
Je suis resté là, au niveau de la porte pendant un moment, à la regarder respirer, pour être certain qu'elle dormait réellement. J'avais cette impression qu'elle pouvait me sauter dessus dès que j'allais m'asseoir sur le lit. Mais elle ne l'a pas fait. Je me suis donc installé dans le lit et elle n'a même pas bougé. Sa respiration était très douce, profonde. Elle semblait dormir depuis un moment. Donc je me suis demandé si ce qui s'était passé un peu plus tôt dans la cuisine. Je ne l'avais pas rêvé. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle descende pour prendre un café. Et après lui avoir tendu une tasse et l'avoir embrassée sur la joue, j'ai décidé de lui parler de ce qu'il s'était passé. Je lui ai demandé d'un ton très doux, pour ne pas l'offenser ou l'embarrasser, et elle m'a répondu en fronçant les sourcils, sa bouche masquée par sa tasse de café. Elle me répondait comme si elle n'avait aucune idée de ce à quoi je faisais référence. Je lui ai dit qu'elle m'avait encore regardé bizarrement, et j'ai désigné l'endroit où elle se tenait près de l'îlot de la cuisine. Elle a suivi mon regard, et quand ses yeux se sont replacés sur moi, elle a éclaté de rire. Elle a ri si fort que je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec elle. Je lui ai dit que parfois elle me faisait flipper. Elle a gloussé et a posé sa tasse sur le comptoir. Elle a passé ses bras autour de mon cou, et en me taquinant, elle m'a dit que moi, je lui faisais peur régulièrement. Donc maintenant, nous sommes quittes. On s'est souhaité une bonne journée et nous sommes ensuite partis travailler. Alors que je conduisais, je n'arrêtais pas de penser à quel point ce qui s'était passé la nuit passée était effrayant. La voir sourire comme ça, derrière l'îlot de la cuisine, et les bruits que ses mains faisaient sur le sol alors qu'elle s'éloignait en rampant. Tout ça, je le ressassais dans ma tête. Je me suis dit qu'elle essayait juste de m'impressionner, de fanfaronner, qu'elle essayait de rentrer dans mon amour pour tout ce qui concernait l'horreur. Je n'avais pas vraiment peur d'elle, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à la voir me regarder de plus en plus. Parfois, elle jetait un coup d'œil rapide derrière le canapé ou les rideaux du salon. Une fois, elle a même réussi à se cacher dans la vieille malle de sa grand-mère qui se trouve au pied de notre lit. Je n'aurais même pas remarqué qu'elle s'était cachée à l'intérieur si les vieilles charnières du coffre n'avaient pas trahi sa présence. Elle avait relevé le couvercle juste assez pour que seule la moitié de son visage soit visible. Et elle souriait, comme un enfant excité. Ça commençait à devenir énervant, et je ne savais pas comment lui dire. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder. À un moment donné, j'ai enfin trouvé le courage de lui parler, et je lui ai demandé pourquoi elle faisait ce genre de choses. Mais étrangement, elle ne m'a pas répondu. Elle a juste lentement refermé le couvercle de la malle, s'enfermant à l'intérieur de celle-ci. Assez dérangé, je suis juste parti à ce moment-là. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle faisait ça, mais ça avait l'air de la rendre très heureuse. Je me suis dit que j'allais laisser le temps faire les choses, qu'à un moment donné, elle se lasserait de ce jeu. Pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai pas remarqué Lynn me regarder bizarrement comme elle avait pris l'habitude de le faire. J'ai commencé à penser qu'elle en avait fini avec cette sorte de blague bizarre, et j'ai été soulagé. Alors qu'on regardait une émission à la télé, un soir, j'ai dit en plaisantant que je ne l'avais pas vu me jeter un coup d'œil bizarre ces derniers temps, et donc qu'elle avait abandonné son jeu d'espionnage. C'est là qu'elle m'a regardé, et avec un petit sourire, elle m'a dit « Peut-être que je me suis juste amélioré ». J'ai fixé son regard, pendant un moment, et je me demandais si elle plaisantait ou pas. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qu'elle avait dit. Est-ce qu'elle me regardait toujours et je ne le remarquais pas? Si c'était le cas, à quoi ça pourrait bien lui servir? Si je la remarquais, ça pouvait devenir une blague, mais là, si je ne la vois jamais, à quoi tout cela rime? J'ai commencé à devenir paranoïaque. Je vérifiais constamment si elle me regardait au coin d'une rue ou derrière une porte. J'étais très nerveux. À chaque fois que j'étais à la maison, je n'étais pas bien. Dès qu'elle n'était pas dans mon champ de vision, je ne me sentais plus en sécurité. J'ai réfléchi à tout cela et je me suis dit que c'était assez stupide et un peu fou de penser que ma propre femme pourrait avoir un jeu aussi malsain. Le temps a passé encore de quelques semaines environ, et je n'ai rien remarqué d'étrange. J'ai commencé à me détendre, j'ai lâché prise en arrêtant de regarder derrière les meubles ou les murs de la maison, et je me suis dit que toute cette situation étrange n'était maintenant plus qu'un mauvais souvenir. Mais il y a quelques jours, les choses ont dégénéré. Lynn était partie chez un ami. J'en ai profité pour me reposer, allongé sur le canapé, et j'ai joué à quelques jeux vidéo sur mon ordinateur portable. Vers 21h, j'ai décidé d'aller prendre une douche, et pendant que je me lavais les cheveux, j'ai ressenti cette horrible sensation que j'avais déjà sentie dans la cuisine, des semaines auparavant.
la sensation d'être observé. J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Lynn me regardait de derrière le rideau de douche. Sa tête entière traversait presque le rideau, ne laissant que son corps à l'extérieur. Ses cheveux noirs pendaient contre le rideau, les pointes de ses cheveux dégoulinaient d'eau. Sa bouche était grande ouverte avec un terrible sourire. Ses yeux étaient ouverts et rouges, comme si elle n'avait pas cligné des yeux depuis un moment. J'ai crié et je me suis plaqué contre le mur. Elle n'a pas bougé, et son sourire ne partait pas. Son maquillage coulait sur ses joues, en 2 stries noires. Elle avait l'air un peu étourdie et complètement dérangée. Là, j'étais vraiment terrifié. Nous sommes restés comme ça quelques instants. Ni elle ni moi n'avons dit le moindre mot. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, elle a lentement retiré sa tête de la douche et j'ai regardé sa silhouette, floue, partir à travers le rideau. Et elle a quitté la salle de bain. Une seconde plus tard, la porte de la salle de bain a claqué, assez fort pour secouer le miroir accroché au-dessus du lavabo. J'ai crié à nouveau et j'ai sauté hors de la douche pour verrouiller la porte. Je suis resté tout seul dans cette salle de bain pendant plus d'1 heure à essayer de me remettre de ce qu'il venait de se passer. Vous pensez peut-être que j'exagère, mais blague ou pas, je ne pouvais plus supporter ça. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire à ce moment-là, en faisant les 100 pas dans la petite salle de bain. Je m'arrêtais de temps en temps pour écouter à la porte, savoir si elle m'attendait à l'extérieur. D'un coup, alors que j'avais l'oreille sur la porte, j'ai entendu un son étouffé. J'ai essayé d'entendre un peu plus, et plus rien. Je me disais que Lynn était là, debout, de l'autre côté, et qu'elle rigolait à la blague qu'elle venait de me faire. Ma peur ici s'est transformée en une grande bouffée de colère. J'avais peur d'avoir eu peur dans ma propre maison, et de devoir me cacher dans la salle de bain pendant 1 heure. Tout ça pourquoi? Une blague? Et si c'était une blague, c'était une blague horrible. Je lui ai donc demandé à quoi rimait tout cela, que ça devenait vraiment ennuyeux. J'attendais qu'elle s'excuse ou qu'elle me traite d'idiot d'avoir eu peur, mais à la place de cela, j'ai entendu un léger gémissement, vraiment très faible, à tel point que je me suis demandé si j'avais vraiment entendu ce son. Parce qu'après, il n'y avait qu'un silence. La voix tremblante, j'ai appelé ma femme par son nom, mais elle ne m'a pas répondu. Je n'entendais que ma propre respiration effrayée. Je lui ai demandé d'arrêter, en frappant du poing contre la porte. Je voulais avoir une réaction de sa part. J'attendais qu'elle m'insulte, parce que c'était la première fois que je lui criais vraiment dessus. Mais aucune réponse, rien du tout. Juste le bruit des gouttes qui tombaient du pommeau de douche. J'avais vraiment peur, très peur d'ouvrir cette porte et de faire face à ma propre femme. J'ai donc encore attendu 30 minutes, ce qui ressemble à une éternité quand on a peur. Au bout d'un moment, je me suis résigné. Je n'allais quand même pas passer la nuit cachée dans ma salle de bain. Alors je me suis mis à genoux et j'ai essayé de regarder sous la porte. J'avais tellement peur que je m'attendais presque à voir son visage me jeter un coup d'œil. Mais il n'y avait rien. Je pouvais voir directement dans le couloir jusqu'au haut des escaliers. Et ma femme n'était pas là. Je ne savais pas si je devais être heureux ou pas. J'ai attendu pendant quelques minutes à regarder sous la porte avant de voir sa tête surgir sur la marche en haut de l'escalier. Mais elle n'est jamais revenue jusqu'à la salle de bain. Je me suis levé, ma main posée au-dessus de la poignée de porte, et je me suis préparé mentalement à l'ouvrir. Lentement, j'ai déverrouillé la serrure. Mes doigts tremblaient, et j'étais sur le point de l'ouvrir quand j'ai entendu un son qui m'a effrayé encore plus que je l'étais déjà. J'ai entendu de nouveau un gémissement, mais plus fort qu'avant. Cette fois-ci, j'étais capable de dire exactement d'où il venait. Je me suis rebaissé pour regarder de nouveau sous la porte, et là, au niveau du placard, dans le couloir, j'ai croisé les yeux de ma femme, qui me regardait par le léger interstice. Ses yeux étaient toujours aussi écarquillés, et sa bouche était grande ouverte, avec un sourire béant, presque grotesque. Je n'ai pas crié, j'étais simplement tétanisé. Ses mains étaient jointes contre sa poitrine, son corps tremblait, mais pas de peur ou de colère. Je sentais qu'elle tremblait de pur plaisir, comme si elle pouvait à peine contenir son excitation. J'ai entendu un gémissement rauque jaillir de sa gorge. Il était profond et brut. Quand ce son est sorti, c'est comme si des ondes m'avaient frappé. Je me suis remis à trembler de tout mon être. Je ne sais pas vraiment comment, mais j'ai réussi à trouver le courage d'ouvrir la porte de la salle de bain. Et je me suis précipité dans le couloir. J'ai pris mon téléphone
et mes clés qui se trouvaient sur la table du salon pour courir dehors vers ma voiture. Et j'entendais son rire, strident, derrière moi. Mais au fur et à mesure que je m'éloignais, ce rire s'éloignait également. J'ai compris qu'elle ne me suivait pas. Une fois arrivé dehors, je n'ai même pas pris la peine de fermer la porte d'entrée. J'ai quitté la maison, aussi vite que je le pouvais. Je frissonnais. Je ne sais pas si c'était de peur, ou de froid, ou peut-être un peu des deux. Je n'avais même pas pris la peine d'attraper un manteau ou même une paire de chaussures. J'étais encore en caleçon, et mes cheveux étaient encore très humides. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de mon frère Chris, qui habitait à environ 40 minutes de chez moi. J'ai ignoré tous les appels et tous les SMS que je recevais. Je n'ai même pas regardé mon téléphone jusqu'à ce que je sois garé en toute sécurité dans l'allée de mon frère. Lynn avait essayé de m'appeler 4 fois et avait envoyé une rafale de SMS me demandant où j'étais allé et pourquoi j'étais parti. Comme si il ne s'était rien passé. Énervé, j'ai jeté mon téléphone sur le tableau de bord, furieux de son attitude. Si jamais tout cela n'était qu'une vaste blague, elle était allée trop loin. Mon frère et sa femme ont été surpris de me voir, surtout vêtus d'un simple caleçon. Mais ils m'ont dit de rester aussi longtemps que je le souhaitais. Mon frère m'a prêté quelques vêtements et m'a demandé ce qu'il s'était passé. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, donc je lui ai simplement dit que Lynn et moi, nous nous étions disputés. Je ne voulais pas qu'il me prenne pour un fou, ou que j'exagérais, concernant une simple farce que ma femme aurait pu faire, même si je pense qu'il aurait été d'accord avec moi. C'était très étrange. Mon frère avait été témoin pendant de nombreuses années à mon comportement avec Lynn, quand je l'encourageais à se détendre, plutôt que d'être si sérieuse tout le temps. Je voulais qu'elle lâche prise, mais ce type de lâcher prise, ce n'était vraiment pas ce que j'avais en tête. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé de mon frère, mais mon cerveau, lui, ne voulait pas que je trouve le sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de ma femme me fixer depuis l'intérieur du placard. Savoir qu'elle avait été là, avec moi, pendant tout ce temps me donnait la chair de poule. La simple pensée de rentrer chez moi me rendait terriblement anxieux. Sur le canapé, je me tournais et me retournais, incapable de m'endormir. Chris a dû me donner un somnifère pour que je puisse me reposer un petit peu. Mon sommeil a été rempli de rêves terribles, chacun avec le visage souriant de ma femme. Je me suis réveillé juste au moment où le soleil a commencé à se lever. Mon corps, assez endolori, me faisait mal depuis le canapé et je me sentais vidé de toute énergie. Je savais pertinemment que je devais appeler Lynn à un moment ou un autre, mais je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Je ne voulais pas rentrer à la maison à moins qu'elle ne me dise qu'elle ne ferait plus jamais de choses effrayantes comme elle me l'a fait jusqu'à présent. Je voulais juste récupérer ma femme, son moi sérieux. Quand elle est normale, elle me manquait. J'envisageais sérieusement de l'appeler et de lui dire tout ça, quand un sentiment familier m'a envahi, le sentiment d'être surveillé. J'ai posé mes yeux sur le plafond et mon pouls a commencé à s'accélérer. Je ne voulais pas détourner le regard du plafond, mais plus j'essayais d'ignorer cette sensation, plus je la sentais s'aggraver. Presque de même, mes yeux se sont éloignés du plafond et c'est là que je l'ai vue. Son visage était appuyé contre la fenêtre à côté du canapé, me fixant avec le même sourire effrayant qu'elle avait dans la salle de bain. De la bave coulait de ses lèvres, laissant 2 longues traînées sur la vitre. Je ne savais pas depuis combien de temps elle était là, mais quelque chose me disait qu'elle était là depuis un bon bout de temps. Peut-être qu'elle était même restée là toute la nuit. Je n'ai pas pris la peine de crier, même si j'avais peur que la colère l'emporte sur la peur que je ressentais à ce moment-là. J'ai sauté du canapé et j'ai tapé ma paume de main contre la vitre. Je lui ai dit « Lynn, tu es folle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rentre à la maison, maintenant !» Après mon instant de colère, Lynn, elle, n'a pas bougé. Elle n'a pas eu la moindre réaction. Son expression horrible restait inchangée, à quelques détails près. Il n'y a que son sourire, qui ne faisait que grandir, comme si elle n'avait jamais été aussi ravie. J'entendais Chris et sa femme, à l'étage, se déplacer. Et là, ma femme a commencé à bouger. C'est comme si elle avait réussi à les entendre, depuis l'extérieur. Elle a légèrement tourné la tête en leur direction, et sa bouche, lentement, a commencé à se refermer. Mon frère m'a appelé de l'étage, assez inquiet. Je me suis retourné pour m'adresser à lui, et envers sa femme Rebecca, qui se précipitait dans les escaliers. Quand je me suis retourné de nouveau vers la fenêtre, Lynn était partie. Le seul signe qui montrait qu'elle avait été là étaient les 2 filets de bave qui coulaient encore sur la vitre. J'ai essayé d'expliquer à mon frère et à sa femme comment je m'étais réveillé,
et que j'ai vu Lynn me regarder à travers la fenêtre. Ils étaient assez sceptiques, en même temps qu'ils ne le seraient pas. Chris et moi sommes sortis, et nous sommes allés juste à l'endroit où Lynn se tenait. Il n'y avait aucune empreinte dans la terre, juste un très léger enfoncement. Chris se dit que c'était peut-être un animal, et je n'ai pas cherché à le convaincre du contraire. Rebecca, sa femme et lui ont supposé que j'avais rêvé tout ce qu'il s'était passé. Mais non, j'en suis sûr. Je sais ce que j'ai vu. Mais j'étais trop fatigué pour argumenter avec eux. J'ai appelé mon travail pour leur dire que je n'étais pas en état d'aller travailler, et j'ai éteint mon téléphone. La chose que je voulais le moins, c'était affronter Lynn. Lui parler, c'était beaucoup trop pour moi à ce moment-là. Je commençais vraiment à croire que quelque chose n'allait pas chez elle, que peu importe les promesses qu'on a pu se faire, on ne serait plus jamais les mêmes après cela. Et cette pensée, ça m'a profondément attristé. J'en ai pleuré presque toute la matinée. Et c'est à midi que je me suis dit que je devais l'affronter. Lui donner une dernière chance de s'expliquer. Je pouvais au moins lui accorder cela, après 6 ans de relation. J'ai donc allumé mon téléphone, et j'ai vu les dizaines d'SMS qu'elle m'avait envoyés. Elle avait l'air très inquiète. Les SMS étaient quasiment tous les mêmes. Elle voulait que je rentre à la maison. Elle me disait à quel point elle était inquiète. Mais il n'y avait rien de sujet de tout ce qu'elle avait fait. Comme si elle n'avait pas agi bizarrement pendant tout ce temps. Mais ces SMS aussi m'interpellaient. Normalement, elle envoyait des romans juste pour me dire d'aller acheter du pain. Je pensais qu'elle en aurait fait de même concernant son comportement étrange. Mais là, tout était étrange dans ma tête. C'est comme si dans mon cerveau il n'y avait que de la brume. Peut-être que vous vous dites que j'exagère la situation. Vous qui vous trouvez à des kilomètres de cette situation. Mais si vous aviez vécu ce que j'ai vécu, que vous aviez vu la manière dont Lynn m'a regardé, comment elle s'est enfuie à 4 pattes comme un animal sauvage, comment elle me souriait de l'intérieur du dressing, là je pense que vous trouveriez que ma réaction était totalement justifiée. J'ai décidé de rester avec mon frère et sa femme pour une autre nuit. Hier je me suis réveillé qu'après midi, et heureusement en me réveillant, je n'ai pas vu le visage de Lynn me regarder par la fenêtre. Rebecca dans la journée est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se mêler de ce qui ne la regarde pas, mais elle me demande si le problème qu'il y a entre Lynn et moi pouvait être réparé. Je lui ai dit que je ne le savais pas, mais que, en ce moment, Lynn était comme une autre personne. Je faisais attention à choisir mes mots avec parcimonie. Je n'étais pas prêt à dire à mon frère ou à elle toute l'étendue de cette folie. Rebecca m'a dit que les gens changeaient, mais que, bien que Lynn ait pu changer, c'est toujours la même femme que j'ai épousée. Et peut-être que nous avons juste besoin de parler pour régler nos problèmes. Quoi qu'il se passe, ça peut sûrement être réglé. Je lui ai répondu que c'était au-delà de ça maintenant, que je ne pensais pas que parler pouvait aider en quoi que ce soit, car ma confiance en elle était simplement brisée. Ma femme me manquait, mais je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un comme ça. Vivre dans une peur constante était totalement impossible. J'ai continué à parler avec Rebecca. Elle essayait de me rassurer, de rendre la situation plus pacifique en disant que ma femme m'aimait. Mais elle a dit à un moment donné quelque chose qui a mis du temps à atteindre mon cerveau. Mais quand je l'ai compris, ça m'a fait peur. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu Lynn aussi bouleversée, très différente de la Lynn qu'elle avait connue. J'ai donc compris que Rebecca, la femme de mon frère, avait vu Lynn. Elle m'a dit qu'elle était passée le matin après le départ de mon frère pour le travail. Rebecca n'a pas vu sa voiture, peut-être qu'elle avait pris un taxi ou quelque chose comme ça. Et directement je lui ai demandé si Lynn avait dit quelque chose ou si elle était entrée dans la maison. Je sentais la sueur apparaître sur mon front. J'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai examiné tous les coins, comme si un prédateur était en train d'observer sa proie. Et la proie, c'était moi. Rebecca m'a dit que Lynn n'avait rien dit de spécial, qu'elle avait juste demandé si j'étais réveillé. Et comme je ne l'étais pas, Lynn a dit qu'il fallait me laisser dormir. Je demandais si c'était la seule chose qui s'était passée. Et Rebecca m'a dit que non. Lynn avait l'air très fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle m'a suggéré de l'appeler. Je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit et j'ai remercié Rebecca pour le déjeuner qu'elle m'avait préparé. Je me sentais un peu rassuré en sachant qu'elle n'était pas rentrée dans la maison. Mais le sentiment d'insécurité que j'avais avant est revenu. J'avais ce besoin à chaque fois de vérifier que les portes derrière moi étaient verrouillées. Pendant un moment, je me suis assis. J'essayais de comprendre qu'est-ce que je devais faire. Je ne voulais pas rentrer chez moi, mais je savais que je devais aider Lynn. J'avais juré de l'aimer et de l'honorer, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé.
Et de toute évidence, ici, elle était très malade. Et si effectivement elle était malade, ce que je pensais réellement, je devais lui apporter l'aide dont elle avait besoin. Mais je ne savais pas du tout par où commencer. Je ne voulais pas appeler la police, et d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais leur dire? Que ma femme me regardait? Qu'elle était effrayante? Bien que tout ce qui s'est passé était très effrayant. Elle n'avait pas commis de crime. En tout cas pas encore. La police ne m'aurait sûrement pas pris au sérieux. Ils m'auraient dit que c'était sûrement une blague. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de mal, même de dangereux. Comme si quelque chose de sinistre se cachait derrière son sourire. Je savais qu'en tant que mari, j'étais tout à fait dans mon droit de la faire interner. Mais que se passerait-il si elle se comportait simplement, quand des médecins allaient venir la voir? Elle avait réussi à duper Rebecca, en lui faisant croire qu'elle n'était que inquiète. Les médecins ne la trouveraient sûrement pas dangereuse, que ce soit pour elle-même ou pour les autres. Ils l'auraient certainement libérée très rapidement. Donc pensant à tout cela, je me sentais réellement perdu et dépassé. J'ai donc fait ce que n'importe quel mari dans ma position aurait fait. J'ai appelé sa mère. Et croyez-moi, je ne voulais vraiment pas en arriver là. Sa mère Marianne et moi n'avons jamais été vraiment en bons termes. On ne s'est jamais disputé, mais on ne s'appréciait pas vraiment. Elle n'était pas très chaleureuse, assez froide, donc il n'était pas vraiment facile de s'entendre avec elle. Elle ne souriait presque jamais, et quand elle le faisait, il n'y avait que ses lèvres qui se déplaçaient. Son sourire était très mince, mais aucune autre expression sur son visage ne se dégageait. Elle donnait l'impression d'être toujours sur l'offensive. Je ne l'ai vue que 2 fois, et les 2 fois étaient de courtes visites. J'avais l'impression qu'elle ne m'approuvait pas, qu'elle pensait que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Lynn ne nous a jamais laissés ensemble souvent dans la même pièce, car elle ne voulait pas que je ne me sente mal à l'aise, ce dont j'ai toujours été très reconnaissant. Être en compagnie de sa mère était quelque chose qui m'était presque insupportable, comme si je devais marcher sur du verre brisé. J'étais content qu'on avait déménagé à 3 états de là où elle vivait. Comme ça, j'évitais de la voir régulièrement. J'étais heureux de l'éviter, mais là, j'avais vraiment besoin de son aide. Je ne voulais pas lui parler de tout, mais je devais quand même parler à quelqu'un, et quelqu'un qui connaissait Lynn quasiment autant, voire mieux que moi. Donc j'ai serré les dents et j'ai fait ce que j'avais à faire. Marianne, c'est moi Ben. Auriez-vous une minute pour parler? Après mes premiers mots, je l'ai entendu claquer sa langue d'irritation. Elle m'a dit qu'elle était en train de remplir de la paperasse, mais que si j'insistais, elle pouvait bien m'accorder quelques instants. Et froidement, elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai expliqué la situation, que Lynn agissait étrangement, et que je voulais savoir si elle avait la moindre idée de ce qu'il pouvait se passer. Mais elle m'a rapidement interrompu. J'avais la voix qui tremblait, donc elle me demandait nettement ce que je voulais d'elle. Je lui ai donc reformulé ma question, simplement. Et d'un ton direct, je lui ai demandé si elle avait déjà remarqué un comportement étrange chez sa fille, ou alors est-ce qu'elle avait eu des problèmes mentaux plus tôt dans sa jeunesse. Et après ma question, il y a eu une pause inconfortable. Je ne savais pas si elle était vexée ou si elle était juste en train de réfléchir. Après cela, sur un ton énervé, elle m'a dit que elle ne trouvait pas ce que je disais drôle, qu'elle avait des choses à faire. Je sentais qu'elle allait me raccrocher au nez, mais avant qu'elle ne le fasse, je lui ai dit sèchement que j'étais sincèrement préoccupé par la santé mentale de Lynn. Je lui ai dit que son comportement était très étrange ces derniers temps, et qu'en tant que mère, si elle voyait comment elle était, elle serait également très inquiète. La mère de Lynn, Marianne, m'a dit que si j'étais vraiment si inquiet que ça, je devais impliquer dans cette histoire des professionnels de santé, et que je ne pouvais rien attendre d'elle. Après cela, elle a raccroché. J'ai essayé de comprendre cet appel, et ce refus de m'aider. Bien qu'elle ne m'aime pas, pourquoi ne voudrait-elle pas aider sa propre fille? Je n'arrivais pas à comprendre ça. J'ai rejoué la conversation dans ma tête. Je me disais que peut-être j'avais raté quelque chose. Mais au bout d'un moment, j'ai abandonné. Alors que je reposais le téléphone, j'ai pensé à ces derniers mots. Demander de l'aide à un professionnel. Elle avait prononcé cette phrase avec un peu d'urgence. Étant désemparé, je me suis dit que cette phrase-là était assez importante. Que voulait-elle dire? Quand elle disait faire appel à des professionnels de santé, faisait-elle référence à des médecins ou à quelqu'un d'autre? Quelqu'un qu'on ne se sentirait pas à l'aise d'évoquer directement. Je ne comprenais plus. Peut-être que j'étais juste désespéré. Je suis resté le reste de la journée sur le canapé, attendant que mon frère rentre pour avoir une conversation très longue et épuisante avec lui et sa femme. J'ai réussi à les convaincre que Lynn avait vraiment besoin d'une aide psychiatrique, mais encore une fois, je ne leur ai pas tout raconté. Je n'étais pas encore prêt à leur dévoiler ce qui s'était passé.
mais je leur ai parlé de la dernière rencontre, l'histoire de la salle de bain. Évidemment, ils étaient choqués, et heureusement, ils m'ont cru. Eux aussi, ils voulaient juste l'aider. Pourtant, ils ne pensaient pas que c'était vraiment si grave. Ils trouvaient ça bizarre, mais pas vraiment dangereux. Chris m'a conseillé de ne pas impliquer la police dans cette histoire. Il m'a plutôt proposé de m'accompagner, et sans hésiter, j'ai accepté. Il comptait parler à Lynn calmement, essayer de l'inviter à consulter pour qu'elle y aille volontairement. J'ai accepté qu'on agisse à sa manière, mais au moins, je ne retournerai pas seul dans ma maison. On a roulé, ce matin, juste après le petit déjeuner. Il était hors de question que je retourne là-bas de nuit. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée, mon estomac a commencé à se serrer. La voiture de Lynn n'était pas là, mais ce n'est pas pour autant que j'ai baissé ma garde. La porte d'entrée était entr'ouverte, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru que nous allions voir les yeux de Lynn regarder à travers l'interstice. Je tremblais, et je transpirais. Chris, lui, était plutôt serein. Il a attendu que j'ouvre la porte, avec les mains dans les poches, comme s'il allait faire une promenade de santé. J'enviais tellement son ignorance. J'ai poussé la porte et j'ai été immédiatement frappé par une odeur nauséabonde. Il y avait une odeur de pourriture. Chris l'a senti aussi, et il est entré dans la maison derrière moi, le visage baissé comme s'il souhaitait protéger son nez de cette odeur. J'ai jeté un regard rapide devant moi. Je cherchais un signe de Lynn. La maison était d'un calme morbide et très sombre, alors qu'il était 10 heures du matin. Tous les rideaux étaient fermés, n'invitant pas la lumière du jour à rentrer dans la maison. Si je n'avais pas quitté cette maison 2 jours auparavant, j'aurais pensé que cette maison était abandonnée. On a visité chaque pièce, vérifiant soigneusement tout endroit où elle pourrait se cacher, l'appelant de temps en temps par son nom. Par instinct, je regardais même sous le canapé, ce que Chris a remarqué. Il m'a dit « Mais pourquoi regardes-tu là-dessous ?» en me regardant comme si j'étais un idiot. Je n'ai pas répondu à sa question, mais je lui ai chuchoté d'aller jeter un coup d'œil à l'étage. Il m'a suivi dans les escaliers pour vérifier la salle de bain et la chambre d'amis. Alors que je montais, mes chaussures ont écrasé des morceaux de verre qui étaient placés sur quelques marches. Et j'ai remarqué qu'il y avait un portrait de Lynn et un portrait de mariage accroché sur le mur le long de l'escalier qui avait été brisé. Le cadre pendait encore, de travers, mais tout le verre avait été enlevé. Je regardais la photo. Une boule s'est formée dans ma gorge. On avait pris cette photo juste après avoir quitté l'église et après avoir prononcé nos vœux. Elle était si belle dans sa robe blanche. Pendant un instant, je regardais le beau visage de Lynn. Et je n'aurais jamais imaginé que son visage serait un jour une source de terreur pour moi. Nous avons grimpé le reste des marches. Nous avons inspecté la chambre d'amis, mais elle semblait complètement intacte. J'hésitais à me rendre dans la salle de bain. Le traumatisme de la nuit que j'avais passée à l'intérieur était toujours là. Chris l'a remarqué, et il a proposé d'y entrer seul. Mais je ne voulais pas le laisser faire. On y est entré ensemble. On a vérifié le placard, la douche. La salle de bain était intacte, ou du moins elle avait été laissée comme telle depuis la nuit de mon départ. Tout laissait penser que Lynn n'était pas là. Mon frère m'a donc proposé d'aller chercher quelques vêtements et de rentrer chez lui, et que nous allions revenir le lendemain pour essayer de la retrouver. J'ai acquiescé et je suis donc allé dans ma chambre pour fourrer quelques vêtements dans mon sac de sport. Quand j'ai ouvert le placard de la chambre, je suis tombé sur la source de l'odeur et j'ai été tétanisé. Chris est venu rapidement et il est devenu très pâle. Il a dû aller vite vers l'escalier pour s'éloigner de la vue qu'il avait et de l'odeur. Ce qu'il y avait dans le placard de ma chambre, sur un tapis, c'était une douzaine de globes oculaires, tous soigneusement disposés par paires. Certains étaient gros, tandis que d'autres étaient aussi petits qu'une bille. J'ai baissé les yeux sur ce qu'elle avait récupéré sur de petits animaux, et je me demandais comment elle les avait obtenus. Et en y pensant, je frissonnais. Rapidement, mon frère et moi nous sommes partis. J'ai pris mon sac de sport et j'ai fermé la porte du placard. On est sorti dans le couloir, et j'ai pris une grande bouffée d'air. Je sentais encore la pourriture sur ma langue, et je n'arrivais pas à enlever cette sensation. Alors qu'on se dirigeait vers la sortie, Chris m'a dit « Mais qui garde des globes oculaires comme ça dans ce placard ?» Et en acquiesçant en ce qu'il disait, je lui ai confirmé que Lynn avait réellement besoin d'aide. Chris m'a contredit. Il m'a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais qu'elle avait plutôt besoin d'un exorcisme. D'un coup, alors qu'il était en train de me parler, j'ai senti sa voix diminuer, comme si on lui avait retiré l'usage de la parole d'un coup net. Dans ses yeux, je voyais une lueur, la lueur de la peur. Je ne lui ai pas demandé ce qui lui arrivait, parce que je le sentais aussi. «
quelqu'un me regardait. Et ce n'était pas les yeux dans le placard de la chambre. Je me suis retourné, et mes yeux ont balayé lentement la chambre que nous venions de quitter. C'est là que j'ai vu ce que j'avais loupé. Sous le lit, recroquevillé sur le côté, nous regardant avec l'excitation d'un enfant le matin de Noël, se trouvait ma femme. Elle tenait ses mains juste sous son menton, et elle tremblait d'excitation, maintenant qu'elle savait qu'elle avait été retrouvée. Je pouvais entendre les bruits silencieux qu'elle faisait. Il y avait une sorte de hoquet dans sa gorge, comme si elle n'arrivait pas à contenir son excitation. Tout en moi me disait de fuir, mais je l'ai forcée à partir. C'était ma femme, peu importe à quel point elle pouvait être tordue, elle était toujours la femme que j'ai épousée, et je me devais de l'aider. J'ai prononcé son nom, doucement, mais elle ne m'a pas répondu. Son visage se balançait d'avant en arrière, comme si elle hochait la tête. Je lui ai dit que je voulais juste l'aider. Je lui ai demandé de me laisser faire. Je n'ai fait qu'un seul pas, en avant, comme si je m'approchais d'un animal dangereux. Je lui ai dit que je l'aimais, doucement, faisant un pas de plus vers elle. Elle a laissé un petit gémissement s'échapper de sa bouche grande ouverte, et j'ai dû résister à l'envie de m'enfuir. Ses épaules tremblaient, et ses yeux devenaient très grands. Je me suis accroupi, pour mieux la voir, et j'ai immédiatement vu le sang sur ses mains. Elles en étaient couvertes. Plus je me rapprochais, plus ses mains tremblaient, comme si elle parvenait à peine à se contenir. Je lui ai demandé si elle était blessée, et elle a hoché de nouveau la tête. Ses doigts ensanglantés bougeaient de haut en bas, comme si elle jouait sur un piano invisible. Parfois ses doigts effleuraient son menton, laissant des traces de sang sur sa peau. Toujours, je voulais reculer, de dégoût. L'odeur qui se dégageait d'elle était nauséabonde. Je pouvais sentir du vomi essayer de monter dans ma gorge. Ses lèvres à elle étaient sèches et étirées. Du sang s'infiltrait sur ses lèvres gercées, mais je savais qu'elle ne s'en sortirait pas toute seule. Je ne voulais pas la laisser dans cet état. Je me suis approché d'elle et j'ai tendu ma main. Son excitation semblait devenir de plus en plus forte. Ses mains tremblaient, encore plus. Et c'est là que j'ai pu voir le sang couler entre ses doigts. Je pensais qu'elle saignait. J'ai tendu la main pour prendre la sienne, mais avant même que je puisse la toucher, sa main s'est élancée vers moi. Une douleur aiguë m'a traversé le bras et je suis retombé sur mes fesses. Mon bras brûlait, et je voyais du sang couler sur le tapis. Je la regardais, en état de choc, et je la voyais sourire follement. Entre ses doigts, elle tenait un énorme éclat de verre. Chris m'a demandé si j'allais bien. J'ai tourné légèrement la tête et je lui ai fait un signe de tête, serrant mon bras contre ma poitrine. Quand je me suis retourné de nouveau pour faire face à Lynn, j'ai vu que son attention avait changé. Elle ne me regardait plus, et elle ne souriait plus. Elle regardait derrière moi, elle fixait Chris, comme si un lion affamé fixait une antilope qu'il comptait dévorer. Sa bouche était toujours ouverte, mais elle était tordue, et elle grognait. Je me suis levé rapidement et j'ai commencé à reculer dans le couloir, effrayé de la quitter des yeux. Chris m'a demandé si je saignais, et au moment où les mots ont quitté sa bouche, Lynn s'est mis à sortir rapidement de sous le lit, l'éclat de verre toujours dans sa main. J'ai dit à Chris de courir, mais il semblait avoir trop peur pour bouger car une seconde plus tard, j'ai senti mon dos se cogner contre lui. Il se tenait toujours en haut des escaliers, et regardait l'horreur qu'était devenue ma femme. Lynn avait complètement rampé hors dessous le lit, et elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte de la chambre, le visage tordu de rage. Tout son corps était visiblement tendu, du sang coulait le long de ses doigts, tombant sur le sol. Chris avait peur. Je l'ai poussé sur les marches en lui disant de se dépêcher, aussi calmement et fermement que je le pouvais. Lynn hocha la tête, dans des mouvements rapides et brusques, et elle commença à sourire. Elle étirait sa bouche ouverte, de plus en plus large, jusqu'à ce que son menton semble presque toucher sa poitrine. J'ai entendu Chris marmonner une prière alors qu'on courait dans les escaliers. Moi j'étais en haut des marches, coincé entre l'amour pour une femme qui avait clairement besoin d'une aide sérieuse et le besoin de survie. Alors que je sentais les larmes couler sur mes joues, j'ai marmonné « Je veux seulement aider ». Ses yeux, de nouveau, se sont concentrés sur moi une fois de plus, alors qu'elle levait lentement le morceau de verre qu'elle avait devant elle. Et c'est là qu'elle a commencé à courir vers moi, souriant avec une excitation totale. On a atteint la porte d'entrée, avant de la sentir sauter sur mon dos, enroulant ses bras autour de mon cou, sa bouche ouverte près de mon oreille pour que je puisse entendre ces terribles sons. Je l'ai secouée et je l'ai projetée sur le sol. J'ai senti une douleur énorme dans le dos alors qu'elle s'éloignait. Mais j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai foncé dans la voiture. Chris se tenait dans la cour avant. Il était déjà au téléphone avec la police. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste couru vers ma voiture et je me suis précipité à l'intérieur.
Chris a compris qu'il fallait me suivre, toujours en ligne, avec le 911. On a démarré. J'ai regardé dans le rétroviseur, pensant que je la verrais là, nous courir après. Mais ce n'était pas le cas. Nous sommes directement partis aux urgences et j'ai eu 11 points de suture au bras et 3 au dos. La police a posé beaucoup de questions et elle est retournée à la maison pour faire une perquisition, mais évidemment, Lynn n'était pas là. La police m'a conseillé de rester avec un ami ou avec un parent pendant un certain temps avant de déposer une ordonnance d'éloignement dès que possible. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. D'une certaine manière, je le savais. Je savais ce qu'il se passait et ce qui allait se passer. J'ai déposé mon frère Chris à sa maison et je me suis rendu dans un motel à 1 heure de chez lui. Je voulais mettre le plus de distance possible entre moi et Lynn. Et c'est là que je suis depuis 4 heures. J'ai pensé que peut-être la police la trouverait. Peut-être qu'il lui trouverait l'aide dont elle a cruellement besoin. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il l'ont retrouvé. Parce qu'il y a 40 minutes, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, avec juste 3 mots. Je t'ai trouvé. Il y avait une photo, en pièce jointe accompagnée du message. C'était une image sombre, mais j'ai tout de suite reconnu ce que c'était. Il n'y avait aucun doute, c'était bien l'œil de ma femme. J'ai commencé à taper cette histoire peu de temps après avoir reçu ce SMS. Je ne sais pas quoi faire. Je suis seul, j'ai peur, et je ne peux pas m'empêcher de sentir que même là où je suis observé. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. Sacrée histoire, vous en conviendrez. J'ai essayé de donner la meilleure immersion possible pour cette histoire. Ça se raconte pas du tout, je pense, comme un thread Reddit où on parle à la 3e personne. Je pense que c'est quelque chose qui se vit à la 1re personne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Déjà si vous l'avez appréciée, mais également ce que vous pensez qui est arrivé à la femme. Possession, folie. N'hésitez pas à me dire vous quelle est votre théorie. En tout cas c'était un vrai plaisir pour moi de partager cette histoire bien sordide avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici. Je le rappelle, vous pouvez m'envoyer votre histoire flippante sur Instagram ou dans le mail dans la description. C'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!